L'idée d'envoyer quelque chose en sachant qu'on ne le reverra jamais a quelque chose de presque insupportable. Ni perdu, ni détruit, juste parti. S'étendant toujours plus loin, au-delà de chaque planète, au-delà du dernier souffle du vent solaire, au-delà de la ligne invisible où l'influence de notre Soleil cède silencieusement à l'obscurité ancestrale de l'espace interstellaire. En 1977, l'humanité a fait exactement cela à 2 reprises. Nous avons lancé 2 sondes dans le vide, en sachant pertinemment qu'elles ne reviendraient jamais. Nous leur avons donné des noms, nous les avons remplis d'instruments, et nous les avons chargés d'un disque d'or contenant les sons de notre monde. Baleines, tonnerre, rire, musique, salutations en 55 langues, comme si nous glissions un mot sous la porte de l'univers, en espérant que quelqu'un de l'autre côté le trouve un jour. Et puis, nous les avons regardés partir. Près de 50 ans plus tard, ces 2 machines sont toujours là. Elles continuent d'émettre. Et d'une manière improbable et profondément émouvante, elles sont toujours vivantes. Voyager 1 se trouve désormais à plus de 25 milliards de kilomètres de la Terre. Voyager 2 n'est pas loin derrière. Ce sont les objets fabriqués par l'homme les plus éloignés qui aient jamais existé. Et ils continuent de nous apprendre des choses que nous ignorions auparavant. Ce qu'ils nous ont montré sur Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et l'étrange frontière turbulente entre notre système solaire et tout ce qui se trouve au-delà. J'ai réécrit des chapitres entiers de planétologie. Ce qu'ils continuent de nous montrer, même aujourd'hui, ne cesse de réécrire le chapitre que nous pensions déjà terminé. Voici l'histoire des missions voyagées. De l'étincelle d'une idée qui a failli ne jamais se concrétiser, aux prouesses d'ingénierie qui ont défié toutes les attentes raisonnables, en passant par les découvertes impossibles qui ont transformé notre vision du système solaire, jusqu'au déclin lent et silencieux de 2 machines qui n'étaient censées durer que 5 ans. Et à la question qui est au cœur de tout cela, que signifie le fait que la chose la plus éloignée jamais créée par l'humanité continue de s'éloigner de nous en ce moment même, tandis que vous regardez cela? Découvrons-le. Chaque grande histoire comporte une porte qui n'est restée ouverte qu'un instant. Au milieu des années 1960, un étudiant diplômé de Caltech nommé Gary Flandreau travaillait sur une étude de routine pour la NASA lorsqu'il est tombé sur quelque chose d'extraordinaire. Il a remarqué qu'à la fin des années 1970, les 4 planètes extérieures de notre système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, s'arrangeaient brièvement selon une configuration qui ne se produit qu'une fois tous les 176 ans. Dans cette configuration, un seul vaisseau spatial pourrait théoriquement visiter les 4 géantes successivement, utilisant la gravité de chaque planète comme une fronde pour se propulser vers la destination suivante sans consommer de carburant supplémentaire. Ce concept avait un nom, le Grand Tour. Le problème résidait dans le timing. Cette fenêtre d'opportunité s'ouvrirait en 1977 et se refermerait quelques années plus tard. Si la NASA n'avait pas procédé à ce lancement à ce moment-là, personne sur Terre n'aurait jamais eu une autre opportunité. La NASA devait prendre une décision. Le Congrès n'était pas prêt à financer l'intégralité du Grand Tour. Trop cher, trop risqué, trop ambitieux. Ils ont finalement accepté de financer une mission plus modeste. 2 sondes, d'une durée de vie de 5 ans, conçues pour étudier Jupiter et Saturne. S'ils survivaient à cela, eh bien, peut-être pourraient-ils être réorientés. Les ingénieurs de la NASA ont donc fait un choix qui allait s'avérer l'un des plus importants de l'histoire de l'exploration spatiale. Ils ont conçu les sondes comme si elles allaient durer bien plus longtemps que ce que quiconque était prêt à admettre officiellement. Système redondant, source d'alimentation à longue durée de vie, ordinateur de secours, radiateur, propulseurs supplémentaires inactifs, attendant un besoin qui pourrait ne jamais survenir ou survenir 4 décennies plus tard. C'était un acte d'optimisme discret et obstiné, déguisé en prouesse technique. Voyager 2 a été lancé en premier le 20 août 1977, depuis Cap Canaveral. Voyager 1 a suivi 2 semaines plus tard, le 5 septembre. Bien que parti en 2e position, Voyager 1 a été placé sur une trajectoire plus rapide et plus courte, dépassant sa sœur jumelle
en décembre de la même année. Elle visait un alignement planétaire rare, porteur d'une technologie quinquennale. Ce que Voyager a découvert à la place, c'était le chaos. Pas un chaos métaphorique. Une violence visuelle a coupé le souffle littéralement. Des ouragans gigantesques, de la taille de continents. Des panaches de matière nuageuse s'enroulent vers le haut et vers l'extérieur. Des tourbillons complexes et des formations rotationnelles dans toutes les régions de la couche nuageuse de la planète, que personne n'avait prédit. La grande tache rouge, que les scientifiques soupçonnaient depuis longtemps d'être un système orageux rotatif, a été confirmée. Et de près, c'était encore plus spectaculaire que quiconque n'avait osé l'imaginer. Un ouragan tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, plus vaste que la Terre entière, entouré de tempêtes plus petites jamais observées auparavant. L'atmosphère de Jupiter, en réalité, n'était pas un ruban à bandes courant tranquillement autour de la planète. C'était un monde de guerre météorologique perpétuelle et implacable. Voyager a également confirmé ce que les données de Pioneer laissaient entrevoir. Jupiter possède des anneaux. Elles ne ressemblent en rien à celles de Saturne, faibles, sombres, composées de fines particules de poussière. Mais elles sont là, et nous ne l'aurions jamais su sans ces images. Voyager 1 ne s'est pas contenté d'observer la surface de Jupiter. Il l'a mesurée, cartographiée, observé ses mouvements. Durant la seule phase d'approche, les scientifiques ont compilé 66 photographies, prises à 10 heures d'intervalle, soit une journée jovienne complète, et les ont assemblées en une séquence en accéléré, montrant la planète tourner sous la sonde, à mesure qu'elle s'en approchait. Pour quiconque a déjà vu ces images, elles restent gravées dans la mémoire. Cet immense monde extraterrestre hurlant, tournoyant en silence à 67 millions de kilomètres de distance. Et ce n'était que la première étape. Si l'atmosphère de Jupiter fut une surprise, ses lunes furent une véritable révélation. Avant Voyager, les scientifiques s'attendaient à ce qu'Io, la plus proche des grandes lunes de Jupiter, ressemble à notre propre lune. Des cicatrices antiques, témoins figés d'un passé violent depuis longtemps plongé dans le calme. Ce que la sonde a réellement découvert, en pointant ses caméras vers la surface d'Io, a stupéfié les scientifiques de la mission. Il n'y avait pas de cratère. Là où auraient dû se trouver des cratères, il y avait des taches ovales sombres. Non pas des cicatrices d'impact, mais des calderas volcaniques. On y voyait des coulées de lave qui semblaient géologiquement récentes. Et puis, chose presque impossible, des éruptions se sont produites en temps réel. Des panaches de gaz et de matière, jaillissant à 100 km dans le vide au-dessus de la surface d'Io, ont été capturés par une caméra lors du passage de la sonde. Plusieurs éruptions ont été photographiées au cours du survol. Les scientifiques qui observèrent les images découvraient un monde qui n'avait pas simplement connu une activité géologique passée. C'était l'endroit le plus volcaniquement violent de tout le système solaire, en éruption sans relâche et en continu, sous l'effet des forces de marée que Jupiter et ses autres grandes lunes exercent sur l'intérieur d'Io. C'était la dernière chose à laquelle on s'attendait. Voyager a ensuite pointé ses caméras vers Europe. L'Europe n'aurait pas pu être plus différente. Là où Io hurlait au feu, Europe restait silencieuse et pâle. Sa surface était une coquille de glace quasi parfaite, presque dépourvue des cratères d'impact qui recouvraient la plupart des mondes sans atmosphère. Et traversant cette glace dans toutes les directions, on voyait de longues et peu profondes marques, des lignes de fractures qui sillonnaient à sa surface comme des fissures dans la coquille d'un œuf dur. Qu'est-ce qui a provoqué l'apparition de ces fissures ? Les données recueillies par Voyager ont soulevé une possibilité qui a guidé la science d'Europe depuis lors. Ces fractures pourraient se former parce que la glace flotte, ne repose pas sur un socle rocheux, mais dérive à la surface d'un océan liquide. Un océan empêché de geler par les mêmes forces de marée qui rendent Io volcanique, comprimant et relâchant l'intérieur de la Lune, comme une main qui presse lentement une éponge humide. Voyager n'a pas pu le confirmer, mais cela a soulevé la question. Et cette question n'a jamais disparu. 21 mois après Jupiter, Voyager 1 est arrivé à Saturne. Voyager 2 a suivi 9 mois plus tard. Si Jupiter avait été défini par le chaos, Saturne l'avait été par la beauté, puis par la découverte troublante que cette beauté n'était pas du tout ce qu'elle paraissait être. Les anneaux de Saturne étaient déjà connus.
Bien sûr, les astronomes les observaient déjà depuis des siècles à l'aide de télescopes. Avant Voyager, le modèle admis était que Saturne possédait 5 anneaux principaux, largement espacés. Chacune d'elles présente une structure relativement uniforme de glace et de roches. Ce que Voyager a découvert était d'une complexité presque inimaginable. Ces 5 anneaux principaux n'étaient en réalité pas 5 anneaux. Ils étaient des centaines. Des centaines de fines anneaux concentriques serrés les uns contre les autres. Chacune avec ses propres propriétés, sa propre densité, sa propre légère variation de composition. La résolution des images de Voyager a révélé une structure imbriquée dans une autre, comme un morceau de musique que l'on pensait comprendre, jusqu'à ce qu'on l'entende à plein volume, et qu'on réalise qu'il contenait des instruments qu'on n'avait jamais remarqués. Il y avait une bague dont personne n'avait connaissance. L'anneau G, faible et fin, identifié pour la première fois. Il y avait ce que les scientifiques appelaient des rayons, des structures radiales sombres, dérivant à travers l'anneau B, comme des ombres de nuages sur un champ, se déplaçant d'une manière que la mécanique orbitale ne pouvait tout simplement pas expliquer. La gravité aurait dû les disperser et les briser presque immédiatement. Au contraire, ils ont persisté. L'explication principale fait intervenir des forces électrostatiques qui soulèvent de minuscules particules de poussière au-dessus du plan de l'anneau, mais le mécanisme n'est pas encore entièrement compris. Et puis, il y a eu cette découverte plus inquiétante. Saturne perd ses anneaux. La gravité attire lentement la matière des anneaux vers le bas, dans l'atmosphère de la planète, provoquant une pluie de particules de glace vers l'intérieur à un rythme suffisamment important pour que, avec le temps, les anneaux disparaissent. D'après les modèles de la NASA, Saturne pourrait être dépourvu d'anneaux d'ici 300 millions d'années. À l'échelle cosmique, nous avons la chance de vivre à un moment où la planète la plus emblématique visuellement du système solaire possède encore sa caractéristique distinctive. Voyager nous a offert un aperçu époustouflant de ce système d'anneaux dans les moindres détails, puis nous a discrètement annoncé que nous étions en train de le voir disparaître. Les anneaux de Saturne étaient extraordinaires. Ces lunes étaient beaux d'une toute autre nature. Voyager avait déjà ajouté 3 nouvelles lunes au compteur de Jupiter. À Saturne, elle en découvrit 3 autres, portant le total connu à l'époque à 17. Mais ce sont les découvertes de la sonde concernant 2 lunes en particulier qui ont marqué l'histoire de la planétologie. Titan était la priorité absolue. La plus grande lune de Saturne suscitait l'intérêt depuis le passage de Pioneer 11 dans le système saturnien, 1 an avant l'arrivée de Voyager. Les données suggéraient que Titan possédait une atmosphère. Voyager l'a confirmé, puis est allé beaucoup plus loin. Titan possédait une atmosphère épaisse et riche en azote, la seule de ce type trouvée sur une lune du système solaire. La teneur en azote était à elle seule frappante. Voici un monde dont la chimie atmosphérique ressemblait, à certains égards essentiels, à celle de la Terre primitive. Des scientifiques étudiant l'atmosphère de Titan ont observé des molécules précurseurs d'un type de chimie organique qui, dans d'autres conditions, pourrait mener à des résultats très intéressants. La sonde ne pouvait pas voir à travers la brume jusqu'à la surface de Titan. Il faudra attendre une autre mission. Mais son atmosphère à elle seule suffisait à faire de Titan l'un des objets les plus fascinants du système solaire, un statut qu'il conserve encore aujourd'hui. Puis il y avait Encelade. Encelade ressemblait au premier abord à une lune géologiquement calme. Puis Voyager l'a examinée plus attentivement. La surface révélait quelque chose d'inhabituel. 2 terrains distincts et incompatibles côte à côte. D'un côté, un sol ancien, fortement cratérisé. L'autre surface, lisse et jeune, ne présentait pratiquement aucun cratère, comme si l'ancien matériau avait été recouvert, effacé, remplacé par quelque chose surgissant des profondeurs. Les données de Voyager ont mis en évidence une activité géologique interne, qui n'aurait pas dû se produire et que personne n'avait prédite. Des décennies plus tard, lorsque la sonde Cassini s'est approchée suffisamment pour observer correctement, elle a découvert ce que Voyager avait laissé entrevoir. Encelade laissait échapper des panaches de vapeur d'eau par des fissures proches de son pôle sud, projetant des matériaux à des centaines de kilomètres dans l'espace et alimentant directement
l'un des anneaux extérieurs de Saturne. Sous sa croûte glacée se trouvait un océan d'eau liquide. Voyager avait observé Encelade en 1981 et avait constaté quelque chose d'étrange. Il a fallu un autre vaisseau spatial et 20 ans de plus pour comprendre ce qu'il avait réellement découvert. Après Saturne, la trajectoire de Voyager 1 s'est infléchie vers le haut, hors du plan du système solaire, et sa mission planétaire était terminée. Voyager 2 a continué seul. Ce serait le seul engin spatial à avoir jamais visité Uranus et Neptune. Ces visites restent les seuls regards rapprochés que l'humanité ait jamais portés sur ces deux mondes. Uranus fut le premier. En janvier 1986, la sonde est passée à moins de 81 500 km de la cime des nuages et a révélé une planète profondément étrange à plusieurs égards. Son axe de rotation est incliné à 98 degrés, ce qui le place pratiquement sur le côté. Il roule sur son orbite comme une balle plutôt que de tourner comme une toupie. Son atmosphère paraissait d'abord presque uniforme, une brume bleu-vert lisse qui semblait presque sereine comparée aux géants turbulents que Voyager avait déjà visités. Mais sous ce calme apparent se cachait quelque chose de véritablement troublant. Les données de Voyager ont révélé qu'Uranus possède un champ magnétique dont l'existence était jusqu'alors incertaine. Mais surtout, le champ est incliné à 59 degrés par rapport à l'axe de rotation de la planète. Sur Terre, l'écart entre les pôles magnétiques et de rotation n'est que d'environ 12 degrés. Sur Uranus, elles existent à des endroits totalement différents, ce qui signifie que la magnétosphère oscille et bascule au rythme de la rotation de la planète, produisant un environnement magnétique si irrégulier que les scientifiques ont encore du mal à le modéliser entièrement. Voyager a également découvert 10 nouvelles lunes et 2 anneaux supplémentaires, portant le total connu à un niveau nettement supérieur et révélant un système d'anneaux composé presque entièrement de fines poussières sombres. Puis vint Neptune. Puis, Voyager 2 est arrivé à Neptune le 25 août 1989, 12 ans après son lancement. Il est passé à seulement 5000 km au-dessus du pôle Nord, soit le survol le plus proche de toute la mission. Neptune a accueilli la sonde avec des vents atteignant près de 2400 km/h, les plus rapides jamais enregistrés dans le système solaire. Une tempête massive, la grande tache sombre, tournoyant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud de la planète, dominait sa face d'un bleu profond. Neptune n'était pas tranquille. Neptune était violente, dynamique et aussi pleine de surprises que toutes les planètes qui l'avaient précédée. Voyager a découvert 6 nouvelles lunes autour de Neptune et a photographié pour la première fois les anneaux de la planète, constatant que plusieurs d'entre eux n'étaient pas des anneaux complets, mais des arcs. Des structures partielles de matière agglomérée qui n'auraient pas dû être stables, qui n'auraient pas dû conserver leur forme, mais qui l'ont fait lorsque Voyager 2 a survolé Neptune et sa plus grande lune, Triton, un monde gelé et marqué par des geysers, sur une orbite inverse qui ne devrait pas non plus être là, et s'est dirigée vers le long horizon obscur qui l'attendait. Elle avait achevé le seul grand tour du système solaire externe, jamais entrepris par un vaisseau spatial habité. Il se pourrait bien que ce soit le seul et unique exemplaire. En février 1990, alors que Voyager 1 se trouvait désormais à 6 milliards de kilomètres de la Terre, la NASA a pris une décision qu'elle a failli ne pas prendre. Les caméras allaient être éteintes. Elles n'étaient plus nécessaires sur le plan scientifique et leur fonctionnement consommait de l'énergie qui aurait été nécessaire aux instruments de surveillance de l'espace interstellaire. C'était le choix pratique. Mais Carl Schön a demandé une image supplémentaire. Il militait pour cela depuis des années. L'idée de retourner la caméra et de prendre un portrait de chez soi depuis le point de vue le plus éloigné, jamais occupé par un objet humain. La NASA a donné son accord. Le 14 février 1990, Voyager 1 a pivoté, a réorienté sa caméra vers le système solaire interne et a pris une photographie. Sur l'image obtenue, la Terre apparaît comme un simple pixel bleu pâle, à peine visible sur fond de lumière diffuse du Soleil, faiblement brillante à l'intérieur d'une fine bande brune de couleur réfractée. Il occupe moins d'1/10 de pixel.
Tout ce qui s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité, chaque civilisation, chaque guerre, chaque œuvre musicale, chaque acte d'amour, de cruauté ou de courage, a eu lieu sur ce fragment de lumière. Sean en a parlé avec une clarté qui ne s'est jamais estompée. Cette image, a-t-il déclaré, souligne notre responsabilité de nous traiter avec plus de bienveillance les uns envers les autres et de préserver et chérir le seul foyer que nous ayons jamais connu. Puis, les caméras ont été définitivement éteintes. Le point est toujours là. Nous y travaillons encore. La sonde continue de s'éloigner. La photographie n'est pas qu'un simple document scientifique. C'est un miroir tendu à 6 milliards de kilomètres de distance, nous montrant quelque chose sur nous-mêmes qu'il est difficile de regarder directement et impossible à oublier une fois qu'on l'a vu. Une fois les caméras éteintes, l'inconnu a commencé. Pour atteindre l'espace interstellaire, les deux explorateurs ont dû franchir plusieurs seuils distincts que les scientifiques comprenaient surtout en théorie et qu'ils n'avaient jamais pu observer directement. Le premier était le choc terminal, le point où le vent solaire s'écoulant du Soleil à des vitesses supersoniques sur des milliards de kilomètres ralentit finalement lorsqu'il rencontre la résistance du milieu interstellaire. Voyager 1 a franchi cette limite en 2004. Au-delà se trouvait la gaine d'hélium, une région turbulente et épaisse où le vent solaire ralentissant s'accumule, devenant plus dense et plus chaud avant d'atteindre la limite finale, l'héliotrope. L'hélopore est la limite où s'arrête l'influence du Soleil. C'est la membrane qui sépare notre bulle solaire de tout ce qui se trouve à l'extérieur. Le 25 juillet 2012, Voyager 1 l'a franchi. La sonde a détecté la forte augmentation de la densité du plasma et le pic de rayons cosmiques galactiques prédit par les modèles. Il est devenu officiellement le premier objet fabriqué par l'homme à pénétrer dans l'espace interstellaire. Mais quelque chose d'étrange ne s'est pas produit. Le champ magnétique ambiant n'a pas changé. Tous les modèles théoriques l'avaient prédite. Au-delà de l'héliopore, le champ magnétique aurait dû changer d'orientation, reflétant l'influence des étoiles voisines plutôt que celle du Soleil. Non. La NASA a retardé son annonce pendant près d'1 an, se débattant avec les données et essayant de comprendre ce qu'elle observait. Voyager 2 a franchi la même frontière en 2018 à une distance presque identique. Même si les modèles suggéraient que la limite aurait dû s'étendre à ce stade du cycle solaire, il n'a détecté aucun changement magnétique. Ces passages ont révélé que la frontière entre l'héliosphère et l'espace interstellaire est bien plus complexe et irrégulière que ce que quiconque avait modélisé. Ce n'est pas une membrane propre. Il s'agit d'une zone turbulente et magnétiquement instable, probablement façonnée par l'ancienne explosion de supernova qui a formé notre coin de la galaxie il y a des milliards d'années. Les sondes Voyager ont découvert des bulles magnétiques dans la gaine d'hélium. Ils ont constaté une asymétrie dans l'hélopore. Ils ont découvert un milieu interstellaire qui se comporte différemment de ce que prévoyaient les équations. Chaque réponse était accompagnée de 2 questions supplémentaires. Et maintenant, même les machines s'essoufflent. Voyager 1 a connu de multiples anomalies informatiques ces dernières années, chacune d'elles nécessitant des semaines de diagnostic minutieux à longue distance. La communication prend plus de 23 heures dans chaque sens. Envoyer un message et attendre une réponse prend près de 2 jours. Les ingénieurs travaillent avec la patience d'archéologues, testant les idées avec précaution, sachant qu'une seule mauvaise commande envoyée à travers 25 milliards de kilomètres de vide pourrait mettre fin à la mission pour toujours. Finalement, le silence reviendra. Tous deux le feront. La puissance chutera en dessous du seuil nécessaire au fonctionnement des instruments les plus rudimentaires. Et la dernière transmission parviendra ici sur Terre, et il n'y en aura plus aucune. Mais les sondes continueront à se déplacer. Dans 40 000 ans, Voyager 1 passera à proximité d'une étoile de la constellation de la Caméléon. Voyager 2 dérivera jusqu'à 1,7 années-lumière de Ross 248. Dans 296 000 ans, elle passera près de Sirius, l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne. Les 2 sondes conservent intacts leur disque d'or. Ces étranges et magnifiques capsules d'humanité, notre musique, nos voix, nos photographies,
nos salutations en 55 langues, elles survivront très certainement à notre Soleil. Ils pourraient dériver à travers cette galaxie pendant des milliards d'années après la disparition de la Terre. Réfléchissez à ce que cela signifie. En 1977, 2 ingénieurs se sont réunis et ont décidé de construire un engin capable de fonctionner dans des conditions qu'ils ne pouvaient pas tester, de survivre à des échelles de temps qu'ils ne pouvaient pas prévoir, et de parcourir des distances que leurs instruments ne pouvaient pas encore mesurer. Ils ont intégré la redondance dans tout. Ils ont choisi des sources d'énergie à dégradation lente. Ils ont écrit du code pour des ordinateurs dont ils savaient qu'ils seraient un jour plus vieux que tout ce qui est encore utilisé aujourd'hui. Ils ont pointé 2 machines vers une étroite fenêtre dans le ciel et les ont envoyées à travers. Et en ce moment même, alors que vous regardez ces images, ces 2 machines sont toujours en service et continuent d'envoyer des données. Néanmoins, au sens le plus ancien et le plus noble du terme, explorer. S'il existe une histoire plus humaine que celle-ci, je ne l'ai pas entendue. On se retrouve dans le prochain épisode.